Droit et société. Atelier sur la connaissance des droits humains et les procédures judiciaires. Les gendarmes du Kouilou et la maison d'arrêt de Pointe-Noire ont suffisamment communiqué. Il y a deux cas qui se présentent à nous. Le premier cas, c'est la convocation. Reconnu par le code de procédure pénale. Un individu dont le dossier par l'instruction à la chambre correctionnelle continue à bénéficier de la présomption d'innocence. Alors, on sait que le juge d'instruction, lui, il instruit à charge et à décharge. L'instruction est en cours, le gars est présumé innocent, et après il est inculpé. Lorsqu'on inculpe, je pense que là, on est à la véracité des faits. Parce que lorsqu'on inculpe, on est à la véracité des faits. Après qu'il soit inculpé, le dossier est renvoyé devant la chambre correctionnelle. Lorsqu'il est renvoyé, en ce moment, il devient prévenu. Même au niveau de l'appellation, présomption, inculpé, prévenu. C'est là que je ne comprends pas, avec ces appellations-là, il continue toujours à être présent, il continue toujours à bénéficier de sa présomption d'innocence. Dès lors qu'il a été inculpé et le dossier est renvoyé devant la chambre correctionnelle. Ces différentes interventions sont le résultat du travail abattu par les gendarmes venus du département du Kouilou et de la maison carcérale du département de Pointe-Noire pendant 2 jours, ce à l'occasion du séminaire de renforcement des capacités des agents de la maison d'arrêt, la force de l'ordre et l'organisation de la société civile. Ce séminaire organisé du 29 au 30 septembre 2022 à Suéco par l'Observatoire congolais des droits de l'homme, en sigle OCDH, en partenariat avec l'Union européenne, a permis aux participants de connaître les profondeurs du droit. Parmi les thèmes débattus, nous pouvons citer les généralités sur les droits humains, les textes fondamentaux et internationaux portant protection des droits de l'homme, les généralités sur la torture, traitement cruel et dégradant, juridiction compétente en matière de droits humains, le principe de la présomption d'innocence, les modalités d'arrestation et les droits de la personne arrêtée, le formalisme mandat d'arrêt, mandat d'amener, mandat de dépôt et la répartition des compétences entre les officiers de police judiciaire, le ministère public et les juges. Pour mener à bien ces enseignements, les magistrats ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour rendre clair le droit. Voici les séquences de leurs différents exposés. La loi a quasiment tout prévu. J'avais cité tout à l'heure les articles 119 et 120 du code pénal qui repriment les détentions arbitraires. Nous allons prendre le cas, par exemple, des jeunes, sinon les jeunes délinquants qu'on appelle communément des baignoires. C'est vrai, ils commettent des exactions, ils sèment la terreur, mais n'en demeure, même à ce niveau-là, le principe de la présomption d'innocence demeure. On a eu des cas où il y a eu, au cours d'une patrouille, on a arrêté des bébés noirs quelque part, comme ça se dit à la cité, où on assiste aux situations du genre, on a tiré sur les bébés noirs. On a tiré, on a abattu les bébés noirs. Là encore, il est arrivé des fois où les mêmes policiers qui ont tiré sur les bébés noirs ont été dénoncés par les familles. Ont été dénoncés par les familles et ont été présentés au procureur. Et on a ouvert une information à cet effet. Ils ont été gardés préventivement à la maison d'arrêt. Donc c'est juste en réalité une question d'information, parce que là, à ce moment-là, il est écrit nulle part, ou il est dit nulle part que les OPJ, quand ils appréhendent les délinquants, et ils procèdent aux exécutions sommaires. En réalité, c'est toujours le juge qui doit décider de leur sort. Vous voyez? Malheureusement, pour les cas où on a dénoncé des OPJ, en dehors même de ces cas, il y a d'autres cas, les coups et blessures volontaires et tout, un policier a donné des coups à un citoyen et tout, à tort ou à raison, on a présenté
ces OPJ qui sont arrivés. C'est vrai que ça suit une procédure donnée déjà. On ne convoque pas un OPJ comme on peut convoquer un citoyen ordinaire. Et l'OPJ, même quand on le convoque, il ne peut pas venir, sinon comparaître devant nous en tenue. Même s'il peut venir, on lui demande de repartir et revenir. La prochaine fois, il viendra en civil. Les faits sont caractérisés pour éviter subornation de témoins, des intimidations de gauche à droite, et qu'on mette la main sur un OPJ en tenue. Ça n'a pas de sens. Déjà, ils abordent le drapeau de la République et autres. Et généralement, ça se fait. Peut-être il n'y a pas d'écho, mais ne pensez pas qu'il y a impunité. Des OPJ qui commettent des exactions ou des infractions en violation avec le règlement ou la loi, ils répondent. Les médias, en réalité, ils sont friands de ces genres d'informations, certainement pour se mettre aussi à la une. On est dans le sensationnel. Scientifiquement, techniquement, ça pose problème, comme je venais de le dire. Vous allez permettre à faire fuir d'autres auteurs. Parce que le danger, c'est le danger qui guette toute la société. Pour un média qui se respecte, on n'a pas besoin de filmer. Même la communication pour les magistrats, en réalité, il n'y a que le procureur qui peut donner les informations, mais alors là, de façon sommaire. De façon sommaire. Le juge d'instruction ne saurait le faire. Déjà, lui, il ne peut pas le faire. L'instruction est secrète. Lui, il ne peut pas le faire. Il ne peut pas se pointer devant les médias en train de parler. L'intérêt de cette formation d'abord s'inscrit dans le cadre de la connaissance. En tout cas, il faudrait vulgariser. Un homme informé est un homme averti et plus il est en équilibre. Vous voyez, si on ne connaît pas assez ses droits, on ne peut rien faire. Vous voyez, même les agents de la force de l'ordre qui pratiquent au quotidien ce droit-là, il faudrait qu'ils aient la maîtrise, qu'ils soient outillés. Et c'est dans ce cadre-là que ces formations ont été données pour que chacun sache au moins, là, je suis dans la loi, là, je suis hors la loi, et là, quelqu'un peut porter plainte contre quelqu'un. Et ce n'est pas parce qu'on est officier d'État, je ne sais pas, officier de la police judiciaire ou de la, peut-être de l'administration pénitentiaire qu'on a l'abri de commettre une faute quelconque. Vous voyez, surtout dans notre pays, il y a beaucoup de cas de violation des droits de l'homme qui se perpétuent. En tout cas, plus que les années passent, plus que ça devient récurrent. Alors, pour éviter ça, on apprend plus que, d'après ce que disait un auteur, que tout passe par la formation. Il faut sensibiliser. Donc, c'est dans l'optique de la sensibilisation que nous cessons de faire, d'ailleurs, par des émissions radio, que ces séances-là ont été, en fait, que cet atelier a été organisé pour échanger, comprendre un peu sur le terrain, ils ont quelles difficultés, parce qu'il ne faudrait pas seulement être en train de juger, mais il faudrait aller auprès de cette personne qui travaille là, savoir est-ce qu'ils sont sous-effectifs, est-ce que c'est en fait, un problème lié à la connaissance ou autre. Voilà un peu l'intérêt de cet atelier. Au cours de cet atelier, on a abordé, en tout cas la première journée, les thématiques sur la généralité sur les droits de l'homme, les textes fondamentaux sur les droits de l'homme, les juridictions compétentes en matière de droits de l'homme et les questions relatives à la question de la torture, les traitements inhumains, cruels et dégradants. C'est pour permettre à ces agents-là, en fait, c'est pour permettre aux participants d'avoir une idée générale de c'est quoi la torture, à quel moment on qualifie un acte de torture, à quel moment on qualifie un acte de dégradant, cruel ou inhumain, et quels sont les textes au niveau international, communautaire, national qui protègent, en fait, qui interdisent ces pratiques-là. Vous voyez. Maintenant, la deuxième journée a été une journée consacrée plus en matière pénale sur la procédure, les autorités habilitées, comment faire pour saisir ces autorités-là.